Mesdames et messieurs, malgré les efforts réalisés ces dernières années, la garantie d'une stabilité politique fondée sur une démocratie pérenne ne peut se réaliser sans une transition économique et sociale profonde. Afin de réussir cette transition, le gouvernement a engagé une démarche participative, mais basée sur le principe de la responsabilité partagée, pour identifier les mesures urgentes nécessaires au redressement de la situation économique et les axes de réformes structurelles pour une croissance pérenne et inclusive. Cette réforme et cette participation du gouvernement se situent attachées notamment par une nouvelle impulsion de l'investissement privé en tant que moteur de la croissance économique, l'amélioration de la gouvernance, le rétablissement de la confiance et surtout et particulièrement le développement de la compétitivité et la productivité de notre système économique. Dans cette perspective, l'action du gouvernement se concentre sur quelques priorités. D'abord, l'amélioration du climat des affaires, à travers notamment la révision du nouveau code de l'investissement, la réforme de marchés publics permettant la réalisation des projets dans les meilleures conditions, la simplification et l'allègement des procédures administratives et réglementaires dans le cadre d'un projet appelé guillotine réglementaire et administrative qui devra se terminer ce projet vers la simplification des procédures administratives et réglementaires à la fin septembre de l'année 2014. Mais aussi le renforcement du partenariat public-privé et particulièrement en ce qui concerne les projets d'infrastructure, le renforcement de l'infrastructure des télécommunications et le développement des énergies alternatives et renouvelables. Ensuite, la deuxième priorité de ce gouvernement dans le cadre de la relance économique est l'amélioration du climat social, notamment à travers la création d'un Conseil national pour le dialogue social, s'inscrivant dans le cadre des efforts de dialogue et de consensus et de solidarité, et ceci s'est traduit récemment par la signature tripartite entre le gouvernement, le syndicat et le patronat par une charte régissant l'encadrement des négociations sociales au cours de l'année 2014. Troisièmement, la poursuite des réformes structurelles importantes et indispensables pour le développement économique et pour surtout le nouveau modèle économique qu'on espère durable et soutenable. Ces réformes structurelles visant essentiellement à la restructuration du secteur financier, la réforme de la fiscalité, la réforme de la caisse de la compensation déjà entamée dans le cadre de la rationalisation de la compensation et la réforme et l'assainissement des entreprises publiques. Et enfin, en quatrième point, l'engagement d'un processus de décentralisation conférant plus de pouvoirs et prérogatives aux régions et aux collectivités locales dans la conception et la mise en place de politiques et de projets de développement au niveau des régions. Mesdames et messieurs, honorables invités, œuvrant toujours dans une logique consensuelle, le gouvernement vient de lancer le dialogue national sur l'économie en concertation avec les différents acteurs, les partis politiques, le patronat, les syndicats, ainsi que les experts et les représentants de la société civile. Ce dialogue vise à mettre en place, ce dialogue qui est historique et pour la première fois concerne l'économie en Tunisie. Il vise à mettre en place une feuille de route comportant des actions concrètes à très court terme et des réformes structurelles à même de favoriser la relance économique et de jeter les bases d'un nouveau modèle économique répondant aux attentes et aux aspirations de notre peuple. C'est dans ce cadre et en s'inscrivant dans la dimension de prospective, le gouvernement se penche aussi sur l'identification des secteurs innovants et stratégiques capables de favoriser la montée en valeur et une meilleure intégration dans les chaînes de valeur mondiales, ayant pour corollaire la création de plus d'opportunités d'emploi, notamment pour les diplômés de l'enseignement supérieur. Mesdames et messieurs, honorables invités, les défis auxquels font face aujourd'hui la plupart de nos pays dans la région, et particulièrement les pays du printemps arabe, exigent aujourd'hui plus que jamais un renforcement significatif de la coopération internationale et de la solidarité. La Tunisie a fait le choix stratégique de s'intégrer dans son espace de proximité, car elle est convaincue que l'intégration est un moteur de croissance et un levier pour gagner plus de compétitivité. La Tunisie, mesdames et messieurs, a également
choisit ou fait le choix de la démocratie et elle continuera sa transition vers un modèle de développement inclusif, juste et équitable, basé sur la bonne gouvernance, la transparence et la participation de tous les acteurs. Nous comptons dans cette démarche, dans cette méthodologie, sur nos propres moyens, mais aussi nous appelons nos amis, vous les investisseurs et nos partenaires, à croire à cette plus jeune démocratie et à soutenir cette start-up démocratique. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Mr. Minister, thank you very much. Mr. Nabli, you've worked in Tunisia, you've also worked internationally, you're working with us on the global agenda. What would be your take? We're talking about accelerating economic transition, which implies also some very quick gains that can be felt by the population. So from the policy perspective, as a former central bank governor, what would be the low-hanging fruit for you? Of course, you can also address the longer-term structural issues as well. Thank you. I have 1 hour to respond. It's, I'm sure you can make it in 5 minutes. Okay. First, thanks, Mirek. Thanks to World Economic Forum for organizing this session and for inviting me to be here. Je vais parler en français, peut-être c'est plus facile pour tout le monde. Je voudrais dire une ou deux idées. En 5 minutes, on ne peut pas dire beaucoup de choses. Il y a une chose qu'on sait, c'est que la transition économique, politique et économique est coûteuse en termes économiques. On le sait, on l'a vu, et que ce soit en Tunisie ou ailleurs. On le sait, il y a un ralentissement, sinon un déclin de l'investissement, il y a une augmentation de l'inflation, une augmentation du chômage, des difficultés financières, etc., etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et on sait par ailleurs que ce soit en Tunisie ou ailleurs, que les causes directes de cela sont bien connues, sont bien identifiées. On fait toujours mention de la perte de confiance des acteurs économiques, les investisseurs nationaux et étrangers, même les consommateurs, les agents économiques consommateurs et autres. Il y a ceci à cause d'un degré d'incertitude élevé. On ne voit pas très bien ce qui se passe, ce que l'avenir nous cache. Et il y a aussi une baisse de la qualité des services publics pendant ces périodes-là. Donc on sait un peu, donc le diagnostic est suffisamment bien compris. Le point essentiel sur lequel je voudrais tenir, c'est quelles sont les causes profondes derrière cela? Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui explique la perte de confiance? Qu'est-ce qui explique que les services publics sont mal gérés, etc. Et parce que c'est au niveau de l'action sur ces causes profondes que l'on peut espérer dépasser les difficultés et revenir à cela. Je dirais qu'il y a 2, sinon 3 causes profondes sur lesquelles nous devons travailler. Et je crois que les clarifier et les mettre clairement en avant peut être utile. La première, c'est qu'il y a une perte de confiance dans les institutions de l'État. Ça, on le voit en Tunisie et ailleurs, donc ce n'est pas un phénomène tunisien. Il y a une perte de confiance, c'est que les citoyens en général, et les investisseurs en particulier, ne voient pas les institutions de l'État fonctionner et avoir une performance comme les institutions allant du plus haut, c'est-à-dire au niveau le plus élevé, au niveau le plus concret, le plus pratique. Que ce soit les institutions politiques, que ce soit les institutions judiciaires, que ce soit les institutions de sécurité, que ce soit les institutions administratives, que ce soit les institutions éducatives, au niveau municipal, à tous les niveaux possibles. Et les sondages le montrent. Il y a des sondages sur les perceptions de citoyens en Tunisie qui montrent qu'on continue à avoir un problème très sérieux
au niveau de la confiance dans le fonctionnement et la performance des institutions. Et donc, sans aller trop dans le détail, à mon sens, une des priorités dans l'action que l'on doit avoir, c'est de travailler sur le retour de confiance dans les institutions pour que le citoyen devienne beaucoup plus, adhère mieux et plus, si vous voulez, à l'action de développement que l'on peut espérer. Mais derrière cela, derrière ce problème de confiance dans les institutions, il y a le problème de la confiance dans la capacité des élites nationales à gérer les différences et les conflits. La transition est essentiellement un processus qui est de reconstitution des équilibres sociaux et politiques, et cela crée des tensions de différents ordres, des tensions au niveau politique, mais des tensions au niveau de la conception de la société, de la conception de futur, etc. Et donc je crois que Dalia va parler un peu de la polarisation, etc. Est-ce qu'il y a une capacité de l'élite nationale à gérer ces tensions de façon pacifique et que cela ne traîne pas pendant des décennies, en quelque sorte? Et c'est cette capacité-là qui crée la confiance dans le futur et qui crée la confiance dans les institutions, et donc cette capacité. Et donc nous avons vu le dialogue national, donc la fin 2013, qui a pu nous aider énormément à passer certaines de ces difficultés, mais c'est toujours un test nouveau. Nous voyons que cela n'est pas toujours évident, n'est pas toujours acquis. Nous voyons encore les difficultés à arriver à des accords sur les élections, sur les dates des élections, sur la façon de faire les élections, etc. Cela est de nature à donc activer et rendre ces compromis possibles sans trop de retard. Et bien sûr, nous allons avoir ces problèmes-là au niveau économique. Nous n'avons pas abordé encore les questions des compromis à avoir sur la compréhension des priorités économiques. Et je crois que c'est important parce que c'est cela qui va construire le futur. Et finalement, donc, cela nous mène à la capacité des élites, donc, gouvernement compris, mais le gouvernement n'est qu'un des acteurs de cette action-là, parce que le gouvernement ne peut pas tout faire tout seul. C'est dans un débat social national que les choses sont faites, qu'il y ait les contours de consensus économique et social. Je crois que nous n'avons pas ça. Certains de mes amis aiment appeler ça modèle économique et social. Moi, je n'aime pas ce terme modèle économique et social, donc je ne veux pas utiliser ce terme-là parce que c'est un terme qui noie le poisson dans l'eau. Il ne dit rien, il ne dit pas grand-chose. Mais nous avons des choix et une clarification à faire concernant ces choix-là. Est-ce que nous voulons avoir une économie où le système de marché est un des principaux mécanismes de régulation de l'économie ou pas? Ou est-ce qu'on veut avoir un système où c'est l'État qui est le régulateur primordial? Est-ce que nous voulons avoir une économie où le secteur privé joue un rôle important? Pas unique, mais important dans le développement de l'investissement. Est-ce que nous voulons avoir un système où l'équité sociale est définie à un sens, où l'équité sociale a un sens, c'est-à-dire pas seulement un mécanisme de marché et privé, mais aussi il y a l'équité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les implications de cela? Est-ce que nous voulons avoir un mécanisme de redistribution qui utilise les subventions telles que nous les pratiquons aujourd'hui, ou bien est-ce qu'on veut utiliser d'autres mécanismes de redistribution qui sont plus efficaces et qui sont plus valables? Tout cela, on n'a pas encore de consensus sur ces questions-là. Et c'est un consensus sur ces questions-là, prioritaire, fondamental, qui peut aider à un regain de confiance, à un regain des institutions et à un regain de l'activité économique, qui peut raccourcir la transition économique, qui peut nous permettre d'aller plus vite, de dépasser ces difficultés et que tout le monde se remette enfin à travailler et à produire plutôt
à attendre et à rallonger la période de transition. Je vais m'arrêter là. Mr. Nabli, thank you very much. It was just slightly over 5 minutes. No, thank you very much. Dalia Mogahed, I mentioned that you work with us as part of the Council on the Middle East and North Africa. You've had an extensive experience working across the Middle East and North Africa and also in Egypt. You have been driving the work that I mentioned at the beginning around social polarization and what we call from polarization to pluralism. So I would like to give you the floor now and really look at the political and social context of this economic transition debate, but also the larger Arab world context. Thank you. Good morning. It's really an honor to be here. It's my first time in Tunisia. Good morning. I've been wanting to come for several years, so I'm very happy I finally made it. We witnessed transformational change in this region, and it began here in Tunisia in late 2010 and 2011, where citizens demanded a different relationship with their government. They wanted a new social contract between the people and the government. We could increase the volume of the microphone, please. Is this better? This one doesn't actually work, so it's not me. The region experienced transformational change several years ago, where people across the region, beginning here in Tunisia, demanded a different social contract, a different relationship between themselves and their government. And since then, there's been a transition of varying levels of success to a different order. But what has stalled many of these transitions is that many of our societies in the Arab world actually, before needing a new social contract or a new relationship between the government and the people, they actually had to renegotiate a new social covenant. And what I mean by the new social covenant is a different relationship or an agreement between people and themselves, among citizens, on a set of principles that they want to abide by in their society. And in the absence of that social covenant, we see the dramatic polarization across the region that threaten the very transformations that people were asking for during what is called the Arab Spring. And so this polarization that exists across the region, in Tunisia, less so than, say, a place like Egypt, which I'm more familiar with, creates a situation where the consensus needed for democratic, social, and political, as well as economic transition and reform becomes impossible. Because society is split in two along ideological, but also social and economic lines. What this division creates is an ecosystem where vigilante violence is possible, that this polarization can be exploited to perpetuate societal violence by extremist groups. This kind of polarization creates instability that makes local talent run and investors shy away. So
before we can start to think about how governments and people can relate to each other better, a new social contract, reforms, we have to think about the foundation of society. Now, there are several things that I think the business community and political leaders can do to help ease this polarization that has gripped so many of the Arab countries. First, we have to resist the temptation to think about the opposite of the polarization, or the antidote to polarization, or the solution to polarization being what we sometimes call, quote, national unity. National unity is a very seductive concept, but many times what it really means is squashing dissent, conformity. And that's not the opposite of polarization. That can sometimes actually create more polarization. The true opposite of polarization is pluralism. It's a tolerance for difference. It's creating a system where people can disagree safely and constructively and still be equal citizens. If you look across the world at developed economies and developed democracies, they don't all agree. That's not what we're asking for. We're asking for a system by which people can disagree constructively and safely. We also need a set of principles that we do agree on. Not policies, but principles. How are we going to conduct our lives politically and socially in our countries? This conversation has to be much more robust. I think Tunisia is ahead of many other countries in this regard. They took the time to build consensus, to come up with a constitution that people could sign off on. And this is something that I think Tunisia can be a model for the rest of the region. But true national dialogue, authentic dialogue and inclusivity is the prerequisite for political and economic development. The second thing that we need to do is widen the center. There are people in all of these regional states that are calling for this type of dialogue. But many times their voices are overshadowed by the louder voices of the extreme fringe. Rather than trying to bring the two extremes together, which is very difficult, we need to widen the center. We need to give people who are speaking about inclusivity rather than incitement a platform. We need to amplify their voice. And finally, we need a role, a real role for moral courage. And that's perhaps a concept or a word that we don't talk a lot about when it comes to economics, but I think it is an economic concept as well. We need people, leaders from all sectors, economics, political, even religious leaders, who will stand up for these common principles that society has to be built on. Those of equity, fairness, and inclusivity. And this voice of moral courage has to overtake the voice of incitement and pandering to populism, which will only take us further down the road of polarization. Thank you. Thank you very much, Dalia Mogahed. I would like to turn to Mr. Hisham Aloumi. You talked yesterday also about the National Economic Dialogue. Dalia just mentioned the importance of really continuing this dialogue, and for this dialogue to be really open and honest. Could you maybe give us a little bit more details on, you represent Utica, a major institution that has been part of the political dialogue here. What would be, for your organization and also for the private sector, the priorities for the National Economic Dialogue?
And I would like to underscore also the social dimension of that. So we talk a lot about structural unemployment, income inequalities, and integration of youth. The floor is yours. Thank you. Thank you. Thank you. Je vais parler en français. Bonjour. Tout à l'heure, Madame a parlé de polarisation. D'ailleurs, c'était dans le thème du workshop d'aujourd'hui, de la polarisation vers le pluralisme. Polarisation veut dire donc opposition entre différentes factions de la société. Je crois que le modèle tunisien, dans ces révolutions arabes, a fait ses preuves et est en train de réussir. Et nous espérons, d'ici la fin de l'année 2014, début de l'année prochaine, on arrive à réaliser des élections dans de bonnes conditions et aboutir bien sûr à une nouvelle Assemblée nationale, à un président de la République et bien entendu un gouvernement. Donc le modèle tunisien, ça a été le dialogue national politique. Et je ne vais pas vous rappeler un peu les résultats de ce dialogue national politique. Bon, la Constitution, l'instance supérieure des élections, indépendante des élections, la loi électorale et maintenant la préparation donc, des élections. Donc ce modèle a permis quand même de stabiliser politiquement la Tunisie, mais n'a pas résolu la crise économique dans laquelle nous sommes encore. Bon, nous savons tous que la Tunisie souffre d'un grave déficit budgétaire, d'un manque d'investissement, on le constate, hein, au niveau des investissements étrangers, mais également dans les intentions d'investissement, d'un ralentissement de l'export, d'un problème critique de chômage et d'une problématique structurelle de développement régional. Le dialogue national actuellement dans lequel nous sommes en train de travailler, est en train de perpétuer un peu cette tradition de consensus et de concertation sur les aspects sociaux et économiques. Donc l'UTICA fait partie intégrante de ce dialogue économique qui regroupe les partis politiques, c'est très important, le gouvernement bien entendu, et les grandes organisations nationales les plus représentatives, l'UTICA, l'UGTT et l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche. Dans ce dialogue économique, nous traitons des principales questions qui concernent le volet économique et social. La première, c'est l'une des principales causes du grave déficit budgétaire qui est la Caisse générale de compensation. Donc la problématique des subventions dans l'énergie et les produits de base, produits alimentaires et les produits de base. Nous sommes en train d'avancer. On parle de levée de subventions sur l'énergie pour l'industrie. Donc la problématique de compétitivité par rapport à une réduction du poids des subventions, les produits de base par rapport au pouvoir d'achat du citoyen. Donc ce sont des problématiques extrêmement délicates et qui nécessitent un réel consensus. Donc lever les subventions, donc augmenter les prix, ceci a un impact sur les citoyens, d'où l'importance de la présence des partis politiques et des organisations nationales. Également, la levée des subventions sur l'énergie a un impact direct sur la compétitivité des entreprises, donc impact sur la croissance, impact sur l'emploi. Entre parenthèses, j'ai suivi une émission à la télévision où le ministre de l'économie fédérale d'Allemagne avait intervenu. En Allemagne, ils ont fait quelque chose qui aurait conduit en Tunisie à une explosion sociale. Ils ont maintenu les subventions sur l'énergie pour l'industrie et augmenté les prix des carburants et d'électricité pour les citoyens. Et l'argument principal qui était développé par le ministre fédéral de l'économie allemande, c'était si on augmente
le coût de l'énergie électrique sur l'industrie, il y a des centaines de milliers d'emplois que nous allons perdre. Bon, en Tunisie, il y a une démarche plus consensuelle et on est incapable de faire ce genre de choses et ce n'est pas l'orientation. Donc l'orientation, c'est de voir l'impact du coût de l'énergie dans le prix de revient du produit, voir quelles sont les mesures d'accompagnement en matière de réduction de coûts, d'efficacité énergétique et augmenter, lever progressivement les subventions en concertation avec les professionnels et en tenant compte, bien entendu, du pouvoir d'achat des citoyens. Donc ça, c'est un point qui est important, sur lequel nous sommes en train d'avancer de manière très intéressante. Il y a le poids de l'économie informelle en Tunisie. On parle de 50%. Bon, ceci est un phénomène régional. Il n'y a pas que la Tunisie. Il y a les pays du sud de la Méditerranée qui souffrent de cette économie informelle. Nous travaillons également sur cet aspect-là, qui comporte deux axes. Un axe, c'est lutter contre la contrebande organisée, parce que ce sont de grands moyens, ce n'est pas les petits commerçants dans l'informel, ce sont des magasins, des bases logistiques, des semi-remorques, et là, il y a une action concertée avec le gouvernement au niveau de la sécurité et au niveau des frontières et au niveau de la douane. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est comment intégrer ce circuit informel dans l'économie organisée. Parce qu'il y a beaucoup de petits commerçants, petits opérateurs qui n'arrivent pas à intégrer le secteur informel. Et là, il y a des actions et des choses qui sont concertées. Bon, je ne vais pas citer tous les axes du dialogue national. Je vais directement sur la relance de l'investissement, qui est un axe important. Et là, il y a plusieurs propositions, il y a plusieurs actions, dont certaines sont déjà engagées, telles que débloquer les projets. Il y a quelques projets d'investissement qui sont bloqués pour des raisons foncières ou des raisons administratives. Et là, nous travaillons avec le gouvernement pour les débloquer. Il faut mener, à mon avis, des actions à effet rapide en matière de fiscalité, en matière de décentralisation, en matière foncière, en matière de logistique et de fluidité au niveau des ports. Il y a beaucoup d'actions à mener dans ce sens-là. Il y a également une proposition, bon, je ne l'ai pas citée hier, mais j'ai mentionné le fait que la Tunisie, de par son tissu industriel et de services, est en mesure d'attirer de grands projets et des projets structurants, tels que par exemple un constructeur automobile. Et là, je dirais, et c'est une proposition que j'ai déjà faite au gouvernement, qu'il faudrait une structure dédiée pour les grands projets. Parce que aussi bien la FIPA que l'API ne sont pas structurés pour traiter de projets structurants. Il y a une démarche particulière. Il faut aller voir les grands opérateurs dans ce domaine-là. C'est une action qui, à mon avis, est importante. Donc, avoir une structure dédiée qui peut décliner la vision de la Tunisie en matière de grands projets. Parce que nous avons vu, par exemple, beaucoup de grands projets qui sont essentiellement immobiliers. Et là, en Tunisie, nous cherchons des projets créateurs d'emplois, créateurs de valeur ajoutée, dans des domaines où nous sommes assez performants. Je les ai cités hier, industrie mécanique électrique, dans les TIC, textile haut de gamme, industrie pharmaceutique. Il y a quand même beaucoup de domaines où nous sommes assez performants, où nous avons une culture dans ce domaine-là. Il y a aussi la nécessité de s'ouvrir réellement sur l'international, et les Tunisiens ont cette culture internationale. Nous sommes un petit pays avec 11 millions d'habitants et nous visons un marché et une région, le Maghreb, qui est notre espace naturel, 90 millions d'habitants, et nous sommes en train de réussir. Il y a beaucoup de Tunisiens, d'opérateurs tunisiens qui sont présents industriellement en Libye, en Algérie, au Maroc, et actuellement de plus en plus en Europe, au Portugal, en Allemagne et dans des pays européens. Donc cette culture internationale est de nature à rassurer les investisseurs étrangers qui peuvent avoir des partenaires tunisiens qui comprennent parfaitement cette logique internationale. Le secteur privé se positionne de manière très active. Nous prenons tous les risques possibles et imaginables, c'est-à-dire que nous raisonnons différemment des opérateurs étrangers qui, à chaque fois qu'ils décident d'un investissement, recherchent l'optimum par rapport à la région, Maroc, Tunisie, Roumanie, Turquie, etc. Nous sommes focalisés sur la Tunisie, nous croyons dans l'avenir de la Tunisie
et nous sommes en train d'agir dans ce sens-là. Et je vous remercie. Mr. Bouzguenda, you represent also an organization embedded in the private sector. What would be your take on the priorities for national economic dialogue, building on what we've heard? Thank you. Thank you very much. Merci à la FIPA donc, de m'avoir invité à ce forum. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Bon, je ne vais pas redire les mêmes avis des participants. Seulement, moi, je dis que, comme vous venez de dire, on vient d'un secteur privé. Et la première remarque que je dis, nous, dans le secteur privé, étant moi-même aussi chef d'entreprise, en principe, les leviers de sortie de crise d'une entreprise dans le secteur privé, généralement, on les maîtrise. Donc, soit que ce soit managérial ou financier ou commercial, on les maîtrise. Seulement, quand on arrive à un état, et encore dans une situation qui est encore aggravée par la situation sécuritaire, je pense qu'effectivement, la tâche n'est pas facile du tout. Alors, nous sommes, comme toutes les entreprises, comme tous les États, comme tous les êtres humains que nous sommes à un croisé de chemin. Nous sommes à un croisé de chemin en Tunisie où malheureusement il n'y a pas de signalisation, il n'y a pas de signalétique. Donc c'est à nous de voir quel est le bon chemin à prendre. Et cela évidemment nécessite, et je pense que ce stop-là à ce croisé de chemin est une occasion historique pour nous tous de changer de modèle de développement. Nous avons fait une révolution, donc nous devons certainement rompre avec un modèle de développement qui n'a pas été satisfaisant par le passé. Nous sommes, et ça tout le monde s'accorde à dire, que nous réussissons notre transition politique, mais seulement nous sommes encore en risque si on réussit pas le développement économique et social, donc cette transition politique risquerait donc de sombrer. Donc, et là, quand je dis un modèle économique et je dirais un modèle de développement qui se veut évidemment inclusif, nous avons entendu beaucoup ce mot-là, même la définition chez nos amis, nos institutions internationales, les indicateurs d'une économie inclusive n'est pas encore bien, c'est tout un débat qui est en train de se faire, mais contentons-nous de dire un développement inclusif, c'est-à-dire un développement qui bénéficie aussi bien à toutes les catégories sociales qu'à toutes les régions. Bon. Alors, et de là, effectivement, on se pose la question, et je pense que Mostafa Matal avait dit, de modèle, c'est-à-dire avant d'arriver à des réformes, avant d'arriver à parler de tel acte ou telle action précise, je pense qu'on a besoin de définir ce que veut être la Tunisie dans 2020 en 2030, quel rôle de l'État, quel rôle doit-on donner au secteur privé, quels seront les modes de transferts sociaux, effectivement, parce que est-ce qu'on veut continuer les subventions, est-ce qu'on veut changer de transferts sociaux, est-ce qu'on veut donner plus de poids au secteur public, est-ce que l'État doit être, comme elle avait toujours été, investisseur, employeur, régulateur, ou doit-on, je ne dis pas limiter, mais de toute façon, on est pour un État fort, mais qu'il redéfinisse un peu son rôle. Et tout cela, évidemment, a besoin d'un minimum de consensus. Moi, mon souhait sur le dialogue national, c'est que de sortir au moins un socle commun. Pour nous, c'est plus important d'avoir ce socle commun, cette vision sur ce modèle-là, beaucoup plus que de combien on va réduire les subventions ou de combien on va augmenter telle ou telle denrée alimentaire. Donc là, je pense qu'on a une occasion unique, historique, avec ce dialogue économique qui a été initié pour la première fois, et je pense on l'a applaudi parce que c'est une initiative qui tend à aller dans ce sens-là, et j'espère aussi que les partis politiques, puisque de là qu'il faudrait, parce que je pense que le gouvernement est entièrement convaincu qu'il faudrait au moins se mettre d'accord sur une vision, je pense que, et j'invite aussi les partis politiques au moins à manifester leur avis, leur modèle, et ça facilitera. Et de là, vous allez voir, on peut découler rapidement le package des réformes qu'il faudrait faire, et les priorités deviennent très claires. Si tout le monde se met d'accord à ce qu'on voudrait être, les priorités deviennent très claires, parce qu'en ce moment, moi je remarque qu'il y a une grande confusion entre les réformes qu'il faudrait faire, parce que le diagnostic est fait,
tout le monde aussi est d'accord sur les malaises ou les maux de notre économie, mais aussi on ne se met pas d'accord sur les priorités. Pour moi, j'en vois deux réformes qui sont, à mon avis, très urgentes de les faire. C'est la réforme fiscale et la réforme du secteur financier. Je pense que là, ce sont aussi assez rapides à mettre en œuvre et il me semble, d'après ce que je lis et je vois qu'il y a un consensus à cela. Donc, moi, je dis encore une fois que cette histoire, ce moment est singulier pour nous, il est historique, il faudrait le saisir. Il faudrait aussi être conscient que, évidemment, quand on change de modèle, quand on change, il va y avoir une résistance par rapport aux habitudes que nous avons, une résistance par rapport à des situations-là. Il faudrait aussi être préparé à cela, et c'est ce que je comprends, moi, c'est ce que moi j'ai compris quand monsieur le chef de gouvernement parle de sacrifice. Je pense que c'est de là qu'il parle, et l'avenir, une fois nous définissons maintenant cela, ça se traduira par des actes beaucoup plus concrets. Alors, je pense que j'en suis au dialogue économique, on en discutait qu'à tout à l'heure, justement, sur notre avis. Et le secteur privé, encore une fois, est convaincu aussi, encore une fois, que la sortie de cette crise économique doit passer indéniablement par un secteur privé fort. Secteur privé, je parle un secteur privé d'une façon générale. Hein. Donc, évidemment, on parlait du secteur informel. Oui, encore une fois, oui, c'est le dernier point sur lequel je voudrais conclure. Ce nouveau modèle que nous sommes en train de bâtir aussi, il est très important qu'il ait l'assistance et le soutien de la communauté internationale. Parce que ce modèle-là doit reposer sur je ne dis pas une assistance, mais une coopération sans faille de nos amis, et de nos amis traditionnels, historiques, surtout l'Europe, de manière à ce que ce modèle-là, qui est la Tunisie, ou bien ce laboratoire, comme certains veulent l'appeler, réussisse. Thank you very much, Mr. Busgenda. Since I'm the moderator here, I will be able to ask one more question to each of the panelists, and then I would like to open it up to the floor for questions. Minister Warfali, we looked at transitions. Actually, two other members of our Global Agenda Council on the Arab World just published an op-ed on transitions, studying transitions not only here but also elsewhere in the world. And one of the conclusions was that, or judging by their record, fast transitions are usually, or the shortest transitions are usually the most successful ones. I've also heard from some of the panelists here that there's this sense of urgency of making certain decisions. Certain sectors were mentioned and certain reforms as well. This government has a certain mandate, so that we have an idea of what you would expect. What would be the decisions that you would expect in the mandate of this government as part of the National Economic Dialogue, arguably this calendar year? Thank you very much, Mr. Dusquet. Écoutez, le gouvernement est parti d'un constat. Ce constat, et que c'est un principe fondateur pour nous, ce constat, c'est que toutes les décisions en matière politique ou en matière économique doivent avoir un consensus. Aujourd'hui, en Tunisie, post-révolution, on ne peut pas avancer, on ne peut pas atteindre nos objectifs, on ne peut pas gérer cette fin de période de transition s'il n'y a pas un consensus de l'ensemble des acteurs. Et lorsque je parle de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire le patronat, le syndicat, le représentant de la société civile, ainsi que le gouvernement. Et c'est pour cette raison que ce gouvernement a lancé, dans le cadre de l'économie, un dialogue national sur l'économie. Mais vous me dites pourquoi un dialogue national sur l'économie, avant de vous donner quelle est la vision, quelle est la finalité de notre dialogue national. Le dialogue national sur l'économie est parti d'un constat de la situation actuelle économique et financière du pays.
C'est un travail qui a été fait par mon collègue au niveau du ministère de l'Économie et des Finances sur le diagnostic de la situation économique et financière actuelle. Ce diagnostic détermine un certain nombre d'enjeux et de défis. Pour résumer, au cours de ces 3 dernières années, nous avons fait véritablement des avancées grâce au dialogue politique auquel effectivement le patronat a œuvré, donc le TUCA, dans le domaine politique, dans le domaine social, mais comme il a dit monsieur le chef de gouvernement hier, on a relativement oublié l'économie. On a relativement oublié les enjeux économiques et l'économie ne nous a pas oubliés. Ce constat part aussi d'une situation où, si on voit, même si Sidi Kamel ne veut pas parler ou n'aime pas parler du modèle, si on voit un peu le modèle économique sur lequel a été développé le pays, jusqu'avant la Révolution, c'est un modèle économique qui a œuvré essentiellement pour la consommation, avec une mauvaise répartition de la richesse, avec des projets de développement qui ne sont pas très intéressants au niveau des régions, et particulièrement les régions défavorisées, avec un taux de chômage élevé, et particulièrement en ce qui concerne les diplômés de l'enseignement supérieur, avec une économie qui est coincée dans des secteurs à faible valeur ajoutée, avec une économie croyant que c'est une économie ouverte avec notre partenaire européen, mais en fin de compte, on voit que c'est plutôt une économie fermée qui est orientée uniquement à 4 pays avec de nos échanges commerciaux, à 4 pays de l'Europe, et plus particulièrement, nous avons un pays, avec lequel 50% des échanges commerciaux de la Tunisie. Donc c'est une économie qu'on a cru que c'est une économie ouverte, mais en fin de compte, c'est une économie qui est relativement fermée, même de point de vue géographique. C'est une économie aussi qui n'est pas ouverte vers les pays tels que les pays où un marché en taux de croissance intéressant aujourd'hui, tels que les pays, les BRIC, mais aussi le continent africain. Par rapport à l'ensemble de ces enjeux, viendront en plus des enjeux liés à la révolution. Et lorsqu'on est arrivé au pouvoir, on a remarqué que ce qui s'est passé pendant 3 ans, puisque nous avons relativement oublié l'économie, que cette économie a survécu essentiellement grâce à des emprunts. Et cet emprunt était orienté vers 2 postes essentiellement, qui sont le poste de la subvention, dont on a parlé, c'est Hichem, largement, et particulièrement la caisse de la compensation générale en ce qui concerne les produits énergétiques qui a été multipliée par 6 ces 3 dernières années, mais aussi une masse salariale importante. Donc nous avons un budget qui est alourdi par 2 composantes essentielles qui le tirent vers le bas, qui sont une masse salariale importante, mais aussi une caisse de compensation qui a augmenté d'une manière générale, passant de 500 millions de dinars, je donne un chiffre, en l'année 2010, donc dans le domaine de l'énergie, à presque aujourd'hui 5,5 milliards de dinars, en gros. Donc, particulièrement, ce qu'il faut faire aujourd'hui, et quelles étaient les attentes. En face de ça, excusez-moi, juste j'ai oublié un point, nous avons 2 postes qui chargent un peu, qui tirent vers le bas le budget, mais en face de ça, nous avons l'investissement qui est resté stable, l'investissement qui n'a pas évolué. Le développement de nos régions et l'investissement dans les régions n'ont pas été évolués. Le taux d'exécution des projets dans les régions, attente de l'ensemble de la population se trouvant dans les régions, et particulièrement dans les régions défavorisées, n'a pas véritablement décollé. Donc on est dans un système où les charges sont de plus en plus importantes et les recettes sont de moins en moins importantes. Donc il faut trouver une solution. Et lorsque c'est Kamel, et je partage là-dessus, il ne faut pas parler d'un modèle parce qu'il ne faut pas innover, il ne faut pas inventer la roue pour notre modèle économique. Il faut orienter cette consommation en investissement. Cet investissement va créer de la valeur économique. Cet investissement va créer de la richesse économique, va créer de l'employabilité et donc va assurer le pouvoir d'achat de nos citoyens et va assurer aussi le développement régional. Mais pour le dire comme ça, c'est assez simple. Mais pour le concrétiser, il faut avoir un peu l'ensemble des outils et des instruments. D'où l'importance de mettre en place ce dialogue économique national qui a pour objectif, dans une première étape, de se mettre d'accord sur les priorités aujourd'hui de la relance économique et particulièrement dans un certain nombre d'actions
notamment dans le domaine de la compensation, notamment dans la lutte contre l'économie informelle. Et je vous donne, même avec la présence et sous le contrôle du ministre de l'économie et des finances, que la loi de finances complémentaire de 2014 œuvre essentiellement sur une politique volontariste de lutte contre l'économie informelle, voire comment intégrer cette économie informelle qui représente une part importante aujourd'hui en Tunisie. Donc, dans une première étape, la finalité était, dans le cadre de ce dialogue, c'est la participation et la concertation autour des actions concrètes aujourd'hui de la relance économique. Donc, comment mieux investir, attirer les investisseurs, donner une place importante à l'investissement privé que nous considérons au cœur de la croissance économique en Tunisie. Bien sûr, le retour au travail, parce que ces 3 dernières années, on a oublié aussi un deuxième point qui est la productivité, donc le travail. Mais aussi, nous sommes convaincus que pour orienter cette économie ou cette croissance économique ou ce modèle économique durable, il faut absolument mener des réformes. Et des réformes qui sont structurelles aujourd'hui. Et j'en ai cité, et aussi, si Ahmed en a cité, la réforme dans le domaine du secteur bancaire, engagée aussi par le ministère de l'économie et des finances, la réforme liée à la fiscalité, ainsi elle est engagée, la réforme liée aux entreprises publiques qui souffrent aujourd'hui. Nous avons une part importante des entreprises publiques qui souffrent aujourd'hui, qui se trouvent dans des situations difficiles, et de l'assainissement de ces entreprises, et aussi, donc, comme on a parlé, la réforme de la compensation. Donc notre objectif dans ce débat national économique, c'est dans une première étape, et ne doit pas s'arrêter aussi, c'est de se mettre d'accord sur les principales actions concrètes à réaliser à très court terme pour pouvoir relancer cette économie, et dans une deuxième étape, œuvrer vers les principales réflexions, les principales réformes structurelles menées pour assurer un modèle ou un développement économique soutenable et viable en Tunisie. De rebondir parce que on m'a interpellé, excusez-moi de prendre un peu la parole à l'improviste, sur une question aussi intéressante telle que la réforme de la compensation et de la subvention dans le domaine énergétique. Effectivement, en Allemagne, le citoyen allemand paye en électricité plus cher qu'un industriel. Oui, c'est vrai, c'est une politique qui a été choisie par l'Allemagne et ça s'explique complètement et parfaitement. Mais par contre, pour nous, la réforme dans le domaine de la compensation, particulièrement des produits énergétiques, c'était essentiellement d'abord d'orienter notre politique industrielle. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, étant donné un pays déficitaire en termes énergétiques, étant importateur de 60% de nos produits énergétiques, se permettre d'avoir des industries, avec tout le respect effectivement des industriels créateurs d'emplois, se permettre d'avoir des industries qui sont énergivores ou fortement énergivores, dont il n'y a aucune valeur ajoutée à l'échelle nationale, un taux d'employabilité très faible et ainsi une pollution environnementale importante. Donc, moyennant l'ensemble de ces critères, on part de cette réforme de compensation, non pas uniquement des ajustements du prix énergétique, mais par contre, cela permettrait de revoir notre politique industrielle. Bien au contraire, on continuera à subventionner les industries à forte valeur ajoutée, à forte création de valeur économique, néanmoins une orientation de notre politique industrielle compte tenu des contraintes auxquelles confronté le pays aujourd'hui. Le deuxième principe de la rationalisation de réforme dans le domaine de la compensation, ce n'est pas uniquement l'ajustement des prix pour atteindre les vérités des prix. Bien au contraire, c'est comment cette notion de compensation qui aujourd'hui, à mon sens, ne fonctionne pas, parce qu'on est en train de subventionner, de compenser ceux qui consomment énormément, ceux même qui gaspillent énormément reçoivent une subvention importante. C'est comme orienter cette subvention, cette caisse générale, vers les nécessiteux qui en ont besoin aujourd'hui. Pour cette raison qu'on lance cette réforme importante dans le domaine de la compensation énergétique. Merci. Minister, thank you very much. We're running out of time. I would like to make sure we also have some space for people to come in with questions from the audience. I think, Mr. Nabri, you wanted to just quickly share some thoughts, and then we will move to the audience, because otherwise... Oui, ça marche? Oui. Je ne vais pas engager un débat avec Monsieur le ministre sur les questions de modèle de développement et sur le diagnostic de la situation, et je ne suis pas d'accord sur pas mal de choses.
Ce n'est pas l'objet de ce que je vais dire. Ce n'est ni l'endroit ni le temps qui le permettent. Je voulais tout simplement prendre cette occasion pour faire passer un message à nos invités de l'extérieur. Je voudrais dire quelque chose. Parce que si j'étais à leur place, je serais un peu perdu dans ces débats-là. Et je dis nos amis de l'extérieur, et je ne les appelle pas les étrangers, parce que nous espérons les considérer pas comme étrangers en Tunisie, mais comme des invités et des parties prenantes dans ce que nous faisons. Si je devais donner le message, ce sera le suivant. Nous sommes dans une transition politique, notre transition politique avance avec des avancées, des difficultés, des choses comme ça, et on continue, des élections qui vont venir, etc. Donc, vous connaissez tout. Mais en même temps, nous avons des problèmes économiques sérieux. Je crois certains ont parlé de crise, certains parlent de difficultés, etc. Mais nous parlons de difficultés économiques très importantes. Et le risque pour nous, c'est de voir ces difficultés économiques rejaillir sur le processus politique lui-même. Parce que si les difficultés économiques se compliquent, cela va rejaillir et va éventuellement affecter négativement le processus politique. Et donc, il faut qu'on agisse, il faut qu'au niveau économique, il y ait des actions et il faut qu'il y ait un effort pour dynamiser et relancer l'économie. Et c'est là où le message pour nos amis étrangers, c'est la question est la suivante pour vous. Est-ce que vous attendez, continuez à attendre que les choses se clarifient et que tout soit bien clair, et nous avons des institutions politiques claires, nous avons des politiques économiques et sociales claires, etc. Et contribuer à rallonger la période de transition et les difficultés, ou bien n'est-il pas le temps aujourd'hui pour vous de prendre le risque de dire voilà, je mise sur cette transition, je mise sur cette Tunisie nouvelle qui est en émergence, qui est en train de se faire, de miser sur cela et de dire voilà, je vais faire partie de cette transformation. Je vais faire partie de cette transformation, je sais que ça va être difficile, je sais que peut-être mes plans d'affaires, mes plans ne vont pas être totalement réalisés comme je voudrais, mais je sais que c'est un investissement qui vaut le coup et qu'il faut prendre parce que je contribue, je fais partie de ce processus, etc. Je crois pour vous, mon message pour vous est de vous demander de prendre le problème de cette façon-là. N'essayez pas de chercher que de voir que tout va bien et les choses sont claires, etc. Non, les choses ne sont pas toutes claires, ni au niveau économique, ni au niveau social, ni au niveau de la politique énergétique, ni au niveau de la politique de code des investissements, etc. C'est un processus en gestation. Et c'est pour ça que je conclus, je n'aime pas beaucoup le terme de modèle économique, parce que le modèle économique donne l'illusion qu'on va avoir la possibilité d'avoir une clarté sur là où nous allons. Nous n'allons pas l'avoir. On ne choisit pas de modèle économique. On construit des modèles économiques. On les construit en faisant des choix au fur et à mesure qu'on avance. On n'est pas dans l'économie et dans la société, on n'est pas des architectes. Ceux qui ont essayé de faire de l'architecture, de la construction résumée de société ont tous échoué. On ne construit pas de l'architecture de société à l'avance. On construit des modèles économiques, on construit de nouvelles sociétés au fur et à mesure qu'on avance. On fait des choix, on corrige, on avance, on apprend, on corrige, on avance et on va, etc. Mais estimer qu'on peut aujourd'hui se mettre ensemble et dire voilà, notre modèle est celui-là et nous allons construire la maison de telle façon-là, c'est une illusion. Elle ne se fera pas. Et d'ailleurs, ça échouera. Tout modèle préconçu, préétabli, où on a échoué. On doit faire des choix au fur et à mesure, on doit faire des choix sur la subvention, on fait des choix sur la fiscalité, on fait des choix, on les fera au fur et à mesure qu'on construit
notre nouvelle société, construit notre nouvelle économie au fur et à mesure qu'on avance. Et c'est pour ça que j'estime que la question de l'utilisation, à mon avis, de la question de choix de modèle de développement est une question qui sous-tend une façon de voir les choses qui a des implications importantes. Elle n'est pas neutre, si vous voulez. Et lorsqu'on galvaudise trop l'utilisation de modèle de développement, on essaie d'éviter de discuter de vrais problèmes, en fait, à mon sens. Je vous remercie. Thank you very much. I know that Mr. Bouzguenda would like to come in as well, but I would like to now open it up and then give you the floor toward the end. So if you can raise your hand, if you have questions, please be very to the point. Questions, no comments, please. Do we have microphones that we can give to people? The gentleman here was first, and then the gentleman here. And if you can say also who it is addressed to, please. Good morning. Sorry. Hamdi Osman, Solitaire Investment. I have taken the opportunity to come and invest here 2 years ago. And we have an Arabic expression that says, ask مجرب وما تسألش طبيب. Ask someone who have the experience and don't ask a doctor. My question is straightforward to anyone in here. I know all of them by far. In the sense of, I think when it says new democracy, new opportunity, for any investor coming in here today to take advantage. I love Tunis. I spent 34 years of my life in a multinational company as a CEO for FedEx. I retired to come put all my investment, not in Dubai where I live, coming and invested in Tunis. I'm telling you, if you come with an experience of any business for tourism, you gotta go somewhere. If it's for industry, you're gonna go somewhere else. For whatever it is, just tell me where one-stop shop stations. And from there, you should take the accountability and liability that one locations. So we don't have to run around and waste our time and get discouraged and leave. Thank you. Thank you very much. I would like to collect them. So this gentleman here was second, and then there's the gentleman right there. Thank you. You can introduce yourself. My name is Adel Al-Ali from Bahrain. I heard all the comments that's been stated by the panels, and I think Tunisia is going through exceptional crisis. And what we heard from the panels is normal, traditional solutions, which doesn't coincide with the exceptional situation of Tunisia. We need to have a bold solutions, bold reforms, rather than traditional reforms, which the panels have gone through. I would agree with Mr. Bouchonnon of supporting bigger industries, and what the government can do is what it has, not what it doesn't has. And real estate is internationally the biggest industry worldwide. What the government of Tunisia has is land, and could offer lands for free for local as well as international investors. You have the tourism industry flourishing, you have the land as government, and you have willing investors in the land. And I think you need to think out of the box in here. If the real estate industry, which is the biggest, flourishes, you have behind it is the biggest employer worldwide, not only in Tunisia. Behind it, electrical industry will flourish, building material industry will flourish, cement industry will flourish, employment industry will flourish, plumbing, electrical, and so forth. I think this is by far the most important sector from tourism as well as real estate investment. And I think the Tunisian government has to have a bold committee to come up with a bold solution rather than traditional solutions. Thank you. Thank you very much.
Since I think you put it forward to the panel at large, I would just like to repeat, it was about the one-stop shop for investors and a very strong case for new industries, particularly real estate. Mr. Ahmad, you wanted to come in. Can I give you the floor, and then whoever wants to come in to respond to the two questions, please be very short, please. It's a comment, but it's ce que vient de dire Sinidal sur la réforme énergétique, et c'est la nouvelle réforme énergétique qui se prépare. Moi, je pense qu'avec un déficit énergétique tel que vous venez de l'annoncer, je pense que le rôle que vous allez donner au secteur privé, au moins pour la production de l'énergie, tiendra sa place, parce que c'est le moment ou jamais d'avoir une production aussi bien solaire ou photovoltaïque ou autre ou éolienne par des privés, parce que ce sont des projets qui peuvent attirer des investisseurs étrangers, et c'est surtout ça, au moins, on va le dire, crevant l'abcès, on va aller sur le partenariat public-privé, ce chantier-là qui bloque Manhattan à tous les niveaux. Donc je suppose que c'est la réponse est positive. Oui, Okay. oui, cher Ahmed. Please. Yes, I can. Absolument. Donc, nous avons déposé un projet de loi concernant la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables, permettant effectivement l'accès au privé d'investir dans le domaine des énergies renouvelables. Et ce projet de loi est véritablement très intéressant. Il est actuellement entre les mains en cours donc, de l'Assemblée nationale constituante, et j'ai appris hier que cette loi devrait être passée dans les brefs délais là, avant la fin du mois au niveau de la session plénière pour son adoption. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Effectivement, la production de l'électricité pourrait être ouverte par l'investissement effectivement privé qui va permettre à la Tunisie d'aider dans le cadre de son déficit énergétique, mais aussi de répondre à une croissance importante de la demande énergétique. Thank you very much. Anyone wants to respond to the two questions we had from the audience? Minister, do you want to react? Yes. Par rapport à la crise exceptionnelle face à laquelle la Tunisie, effectivement, je prends note de votre message. On ne voit pas véritablement une crise exceptionnelle actuellement dans le domaine économique et financier en Tunisie. Certes, il y a une crise, certes, il y a des difficultés. La situation est difficile pour des raisons qu'on vient tous de citer, pour des raisons internes, mais aussi pour des raisons externes. On voit bien que au niveau de la région, on en a parlé, que nous avons des échanges commerciaux avec l'Europe, notre premier partenaire, à peu près plus de 90%, et que cette région aussi souffre aujourd'hui, c'est une crise économique et financière internationale. Donc c'est un facteur aussi exogène, c'est un facteur qui n'est pas interne à la Tunisie. Par conséquent, il faut absolument prendre des solutions et ouvrir un peu plus pour pouvoir remédier à cette situation. Pour ce qui concerne les solutions, si vous considérez que donner les terres d'une façon gratuite aux investisseurs est une solution exceptionnelle, écoutez, je partage votre avis, mais ce n'est pas véritablement exceptionnel de donner des terres aux investisseurs, bien au contraire. C'est actuellement dans le cadre de négociations au niveau de nouveaux codes des investissements, mais ce n'est pas véritablement une solution innovante et exceptionnelle que de donner des terres aux investisseurs gratuitement comme ça. And also the one-stop shop, if someone can come in for investors. Non, je voulais réagir à la question de real estate parce que c'est important. And I will say it in English so that you can listen. Let me say, I would like to be very clear on this one because real estate is an important sector and so on. But I don't agree at all with what you are saying, that distributing free land to investors, for two reasons. One is that, contrary to what you think, land is very scarce in this country now. Land is very scarce. So there is no oversupply, abundant supply of land in this country. So any basic principles tell you if something is scarce, you cannot provide it for free. So it is against economics, it's against rationality to provide scarce resources for free. 2nd, 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 2nd,
Second, and most importantly, in this country, real estate has its place. But I think we have to realize that what we need in this country is jobs for people who are increasingly educated, who have skills, and who are not going to be employed by the real estate sector. We need activities which are going to employ and provide good job opportunities for the new industries, new services, the higher skill, the higher technology activities. And that's where we need to invest. So if I have some land that is available, I would prefer to give it at some price, reasonable price, for activities which are going to produce these jobs, rather than produce low-skill jobs in the construction sector, and so on. And I beg to differ with our friends from the Gulf, because maybe you have a different view of what land is and what construction. But what you do in the Gulf, which is your choice, and I respect and complete, is that you bring workers from abroad and skilled laborers from abroad. You have land, and then you do real estate, which is fine for you. This does not work for us. This is not something that will work for us, given our priorities, given our problems. And I think it's important that we keep this in mind. Otherwise, we are going to be, working on the wrong premises. Thank you. Thank you very much. I think we can have an off discussion about the one-stop shop. We have time for 2 questions. So the gentleman over there was raising, and then the gentleman to the right, and that will be it. We should be really just 1 question, please, so that we can finish on time. Thank you. Oui, Monsieur Yahi Youssef, Association Transparence et Responsabilité Partagée. On est en train de travailler sur le modèle économique et quelle forme de démocratie, c'est-à-dire la démocratie libanaise ou une vraie démocratie ou une démocratie de façade. Et sur le financement et tas de choses. Bon, le plus important, l'analyse que j'ai écoutée, c'est bien, mais nous sommes en Tunisie et dans le monde dans une crise prolongée et répétitive. C'est-à-dire les analyses, il faut changer, l'approche, il faut changer, le mécanisme, il faut changer, les outils, il faut changer. Monsieur, le plus important. La question pour monsieur, moi j'ai travaillé à l'Organisation mondiale de commerce. Mon rôle, c'est d'avoir l'impact des accords sur l'économie, sur la petite et moyenne entreprise. Je suis un médecin chirurgien spécialiste pour le cerveau. Monsieur Wafeli, vous êtes des médecins et vous arrivez, vous trouvez, c'est-à-dire qu'il y a une hémorragie interne, externe dans l'économie. Il faut commencer par trouver une solution à ces hémorragies, je pense. Après, on ne va pas mettre le point sur les i, mais on connaît beaucoup de choses. En ce qui concerne l'énergie, oui, ça y est, je termine, s'il vous plaît. Entre parenthèses, l'énergie, il faut trouver la solution, c'est-à-dire au coût de production de la steak ou au réseau qui est vétuste et est en train de gaspiller de l'argent. Ça, c'est le plus important. Monsieur Wafeli, vous avez dit que la Tunisie doit se positionner stratégiquement. Dans le concret, nous, on travaille les associations dans le concret. Est-ce que dans les projets que vous êtes en train de faire en Tunisie, vous avez une vision ou non stratégique ou non? Ça, c'est le plus important. Prenons le port, c'est-à-dire maritime. Nous, la plupart des marchandises, beaucoup de marchandises algériennes et libyennes passent par ce port. Pourquoi vous n'avez pas fait ce port maritime à vocation régionale, c'est-à-dire vous mettre la Tunisie dans sa position? C'est un port national. L'aéroport de Djerba, elle est utilisée par les Libyens. Pourquoi vous n'avez pas à vocation régionale? Le pipeline qui passe de l'Algérie vers l'Europe, et l'Europe a un problème de gaz avec la Russie. Pourquoi vous n'avez pas fait un projet, c'est-à-dire régional? On a le problème de sécurité. Quand on dit sécurité, c'est-à-dire ensemble. Sécurité alimentaire, sécurité de travail. Pourquoi avec l'Algérie, vous n'avez pas fait un petit plan Marshall, c'est-à-dire dans les régions frontalières? Ça, c'est la sécurité le plus important pour créer de l'emploi, pour le développement entre ces régions. Je ferme une parenthèse. Okay. Ça y est, no, la question. This is too long. La question pour monsieur. This is too long. I think it's Okay, clear. merci. Thank you very much.
There was one gentleman on the right. We will collect them and then we will respond. Assalamu alaikum. My name is Enis Ayari from Germany. I'm Tunisian, born in Germany. I will not fight you. The question is to anyone here. I'm not here to invest money in Tunisia. I'm here from Germany because me and my partner, German partner, we developed a new technology for it's a paper material for the mobile industry or the aeroplane industry, a new material for producing something. So my question is, how people, for example, me, Tunisian one, living in Germany, how I can come here with my idea, with my developing thing. We patented it. It's patent, and we have a prototype. We want to build it here in Tunisia. We want to make jobs here. I'm Tunisian. I want to live here. I want to yes. I want to come with an idea from Germany to Tunisia, to build a company, to build new jobs. How I can do this? Which way is the right way? Who can help me? Because Tunisia is very difficult, you know? So the questions to anyone in the public here, if anyone is interested, yes, I want to make something here in Tunisia, I want to build jobs, and I want to build a new Tunisia. Thanks. Thank you very much. This was the last question. Minister Warfali, I heard your name in terms of addressing this, and then anyone else who wants to come in, please do. Merci pour cette question. Je commence par la dernière et je vous remercie de l'intérêt que vous portez pour investir en Tunisie. Naturellement, c'est votre pays, vous pouvez investir, bien au contraire. Me semble-t-il qu'il y a beaucoup d'autres investisseurs qui sont venus en Tunisie, ils sont présents aussi dans la salle. On a parlé tout à l'heure d'un guichet unique, mais je peux vous orienter à très court terme au directeur général de l'AFIPA. Il va vous dire quelles sont les conditions et comment peut-on venir investir aussi en Tunisie et vous accompagner dans toute votre démarche pour pouvoir investir et créer votre société et créer de la valeur économique. Je pense qu'il y a des représentants de l'AFIPA qui sont là aussi et ils peuvent vous aider. Ceci étant, cela m'amène à une réponse intéressante. Tout à l'heure, un de nos interlocuteurs a parlé de l'efficacité liée à la FI, donc plutôt à la FIPA et puis d'autres institutions. Je pense, c'est vous, chers participants, effectivement, nous avons plutôt actuellement une réflexion au gouvernement menée conjointement avec mon collègue, le ministre des Finances, sur comment voir tout cela et créer un seul guichet unique auquel vous, comme investisseur, venez directement, vous trouvez toutes les informations dans ce guichet unique et ce guichet unique permettrait de vous aider tout au long de votre investissement en Tunisie. C'est très important, il y a beaucoup de strates en Tunisie, il y a beaucoup d'interlocuteurs, donc l'idée actuellement de revoir notre système, je dirais, d'accueil des investisseurs et d'accompagnement des investisseurs, et l'idée de guichet unique est aussi une des idées qui est en cours actuellement de réflexion au niveau du gouvernement. Pour revenir au projet, vous avez totalement raison, l'ensemble de vos projets que vous avez cités. C'est pour cette raison que a été annoncé hier par le chef de gouvernement la tenue de la conférence Investir en Tunisie en automne 2014. Et la réflexion, c'est aujourd'hui comment se focaliser sur une politique d'offres de projets structurants dans le domaine économique, des projets dans le domaine des TIC, des technologies de l'information et de la communication, mais aussi des projets d'infrastructure que vous avez cités. Vous avez cité donc des projets aéroportuaires ou des ports maritimes aujourd'hui, ou des ports en eau profonde. Aujourd'hui, effectivement, une réflexion qui est menée au sein du gouvernement, c'est de voir, pour arriver à cette conférence, avec une politique d'offres de projets structurants. Pour le pipeline, on en reparlera tout à l'heure. Thank you very much. We are 15 minutes over, and I owe it to the organizers to finish. So apologies, we're 15 minutes over, but I think this was a very interesting discussion. Minister, thank you very much. Panelists, thank you very much, and congratulations to Tunisia Investment Forum. Oui, Monsieur Yahi Youssef, association Transparence et Responsabilité Partagée.
on est en train de travailler sur le modèle économique et quelle forme de démocratie, c'est-à-dire la démocratie libanaise ou une vraie démocratie ou une démocratie de façade. Et sur le financement et tas de choses. Bon, le plus important, l'analyse que j'ai écoutée, c'est bien, mais nous sommes en Tunisie et dans le monde dans une crise prolongée et répétitive. C'est-à-dire les analyses, il faut changer, l'approche, il faut changer, le mécanisme, il faut changer, les outils, il faut changer. Monsieur, le plus important. La question pour monsieur... moi, j'ai travaillé à l'Organisation mondiale de commerce. Mon rôle, c'est d'avoir l'impact des accords sur l'économie, sur la petite et moyenne entreprise. Je suis un médecin chirurgien spécialiste pour le cerveau. Monsieur Refeli, vous êtes des médecins et vous arrivez, vous trouvez, c'est-à-dire qu'il y a une hémorragie interne, externe dans l'économie. Il faut commencer par trouver une solution à ces hémorragies, je pense. Après, on ne va pas mettre le point sur les i, mais on connaît beaucoup de choses. En ce qui concerne l'énergie, oui, ça y est, je termine, s'il vous plaît. Entre parenthèses, l'énergie, il faut trouver la solution, c'est-à-dire au coût de production de la steak ou au réseau qui est vétuste et est en train de gaspiller de l'argent. Ça, c'est le plus important. Monsieur Wafeli, vous avez dit que la Tunisie doit se positionner stratégiquement. Dans le concret, nous, on travaille les associations dans le concret. Est-ce que dans les projets que vous êtes en train de faire en Tunisie, vous avez une vision ou non, stratégique ou non? Ça, c'est le plus important. Prenons le port, c'est-à-dire maritime. Nous, la plupart des marchandises, beaucoup de marchandises algériennes et libyennes passent par ce port. Pourquoi vous n'avez pas fait ce port maritime à vocation régionale, c'est-à-dire vous mettre la Tunisie dans sa position? C'est un port national. L'aéroport de Djerba, elle est utilisée par les Libyens. Pourquoi vous n'avez pas à vocation régionale? Le pipeline qui passe de l'Algérie vers l'Europe, et l'Europe a un problème de gaz avec la Russie. Pourquoi vous n'avez pas fait un projet, c'est-à-dire régional? On a le problème de sécurité. Quand on dit sécurité, c'est-à-dire ensemble. Sécurité alimentaire, sécurité de travail. Pourquoi avec l'Algérie, vous n'avez pas fait un petit plan Marshall, c'est-à-dire dans les régions frontalières? Ça, c'est la sécurité le plus important pour créer de l'emploi, pour le développement entre ces régions. Je ferme une parenthèse. Okay. Ça y est, la question pour monsieur. This is too long. I think it's Okay, clear. merci. Thank you very much. There was one gentleman on the right. We will collect them and then we will respond. Assalamu alaikum. My name is Enis Ayari from Germany. I'm Tunisian, born in Germany. I will not fight you. The question is to anyone here. I'm not here to invest money in Tunisia. I'm here from Germany because me and my partner, German partner, we developed a new technology it's a paper material for the mobile industry or the aeroplane industry, a new material for producing something. So my question is, how people, for example, me, Tunisian one, living in Germany, how I can come here with my idea, with my developing thing. We patented it. It's patent, and we have a prototype. We want to build it here in Tunisia. We want to make jobs here. I'm Tunisian. I want to live here. I want to I want to come with an idea from Germany to Tunisia, to build a company, to build new jobs. How I can do this? Which way is the right way? Who can help me? Because Tunisia is very difficult, you know? So the questions to anyone in the public here, if anyone is interested, yes, I want to make something here in Tunisia, I want to build jobs, and I want to build a new Tunisia. Thanks. Thank you very much. This was the last question. Minister Warfali, I heard your name in terms of addressing this, and then anyone else who wants to come in, please do. Merci pour cette question. Je commence par la dernière et je vous remercie de l'intérêt que vous portez pour investir en Tunisie. Naturellement, c'est votre pays, vous pouvez investir, bien au contraire. Me semble-t-il qu'il y a beaucoup d'autres investisseurs qui sont venus en Tunisie, ils sont présents aussi dans la salle. On a parlé tout à l'heure
d'un guichet unique, mais je peux vous orienter à très court terme au directeur général de la FIPA. Il va vous dire quelles sont les conditions et comment peut-on venir investir aussi en Tunisie et vous accompagner dans toute votre démarche pour pouvoir investir et créer votre société et créer de la valeur économique. Je pense qu'il y a des représentants de la FIPA qui sont là aussi et ils peuvent vous aider. Ceci étant, cela m'amène à une réponse intéressante. Tout à l'heure, un de nos interlocuteurs a parlé de l'efficacité liée à la FI, donc plutôt à la FIPA et puis d'autres institutions. Je pense, c'est vous, chers participants, effectivement, nous allons plutôt actuellement une réflexion, nous avons plutôt une réflexion au gouvernement menée conjointement avec mon collègue, le ministre des Finances, sur comment voir tout cela et créer un seul guichet unique auquel vous, comme investisseur, venez directement, vous trouvez toutes les informations dans ce guichet unique et ce guichet unique permettrait de vous aider tout au long de votre investissement en Tunisie. C'est très important, il y a beaucoup de strates en Tunisie, il y a beaucoup d'interlocuteurs, donc l'idée actuellement de revoir notre système, je dirais, d'accueil des investisseurs et d'accompagnement des investisseurs, et l'idée de guichet unique est aussi une des idées qui est en cours actuellement de réflexion au niveau du gouvernement. Pour revenir au projet, vous avez totalement raison, l'ensemble de vos projets que vous avez cités. C'est pour cette raison que a été annoncé hier par le chef de gouvernement la tenue de la conférence Investir en Tunisie en automne 2014. Et la réflexion, c'est aujourd'hui comment se focaliser sur une politique d'offres de projets structurants dans le domaine économique, des projets dans le domaine d'éthique, des technologies de l'information et de la communication, mais aussi des projets d'infrastructure que vous avez cités. Vous avez cité donc des projets aéroportuaires ou des ports maritimes aujourd'hui, ou des ports en eau profonde. Aujourd'hui, effectivement, une réflexion qui est menée au sein du gouvernement, c'est de voir, pour arriver à cette conférence, avec une politique d'offres de projets structurants. Pour le pipeline, on en reparlera tout à l'heure. Thank you very much. We are 15 minutes over, and I owe it to the organizers to finish. So apologies, we're 15 minutes over, but I think this was a very interesting discussion. Minister, thank you very much. Panelists, thank you very much. And congratulations to Tunisia Investment Forum.